été produite et imaginée par un collectif d'artistes et designers qui s'appelle H5. Et elle a été produite dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris en 2007, dont j'ai été co-directeur avec Jean-Marie Songy. Et donc la Nuit Blanche, vous connaissez le principe, c'est un contexte assez exceptionnel, puisque quand vous êtes directeur d'un événement comme celui-ci, littéralement on vous donne les clés de la ville. Alors c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, parce que l'espace public est plein de contraintes, et puis la dimension politique est extrêmement importante. Je vous montre ce projet, je vous parle de ce projet parce qu'il a été sans doute le seul qui a posé un problème. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, était ravi de nos propositions, tout allait bien quand on préparait le projet, et ça a chopé sur ce projet parce que le maire et ses équipes avaient très peur de l'impact que ça pouvait avoir sur leur propre politique, puisque, alors j'en viens à décrire un petit peu le projet. La bibliothèque Forney, qui est un lieu vénérable du patrimoine à Paris, était en travaux à l'époque, et H5 a décidé de faire un canular, en fait. Ils ont, avec tout leur talent et tous les outils qu'ils maîtrisent extraordinairement de communication, ce sont des communicants aussi, ils ont détourné le chantier pour imaginer un vrai faux projet immobilier. Donc le petit clip que vous avez vu au début avec tous les tics extrêmes, je dirais, même la voix synthétique, etc., c'est du fake, c'est totalement faux évidemment, mais c'est devenu presque une réalité pendant le temps de la Nuit Blanche, et la veille d'ailleurs, puisque des entreprises ont appelé le numéro pour prélouer ou préacheter des espaces. La veille, l'acteur Michel Piccoli, qui était dans le quartier, est passé et s'en est pris violemment aux artistes qui étaient eux déguisés en agents immobiliers, en leur disant que c'était un scandale de faire un projet comme ça au cœur du patrimoine parisien et français. Ils ont joué le jeu, ils n'ont pas dit que c'était faux. Et donc ça a donné lieu à des articles dans la presse, etc. Ils ont juste cédé lorsqu'une vieille dame du quartier est venue en pleurant, en disant « c'est désastreux ce que vous êtes en train de faire à notre quartier, tout fiche le camp, tout est vendu au business et au privé, etc. » Et là, ils ont cédé, ils ont dit « non, c'est faux, madame, c'est juste pour pointer ces questions, ces ambiguïtés, justement, entre la défense du patrimoine, l'impact du commerce sur nos villes, sur notre espace public, etc. » Voilà, c'était un projet que je tenais à vous montrer, encore une fois, parce qu'il est symptomatique de l'impertinence des artistes et de la façon dont ils piquent les politiques, mais aussi le public. Dany, je pense que ça va te plaire. On peut passer... Alors, je vais vous parler ensuite d'un tout autre exemple, toujours parisien, mais on regarde d'abord un petit clip qui est un peu long, je m'en excuse, mais c'est important pour bien comprendre ce que je vais vous dire après. C'était quand même osé parce qu'on partait d'une feuille blanche. Bâtiment tout neuf, assez contemporain. On l'a façonné. Les pionniers, les premiers, on savait tous qu'on allait dans une aventure et en tout cas on allait impulser un projet. Et on allait faire quelque chose qui n'avait pas de point de comparaison ici à Paris et pas d'équivalent. Le lieu, il a vraiment changé de visage. Au début, c'était 8 étages, 15 escaliers, je crois, je sais pas, le nombre de marches, je trouvais ça très compliqué. C'était pas très cosy, et donc nous, on a essayé au fur et à mesure de s'approprier, de rendre l'endroit plus cool. Et ce qui m'a le plus marqué de la gaieté, c'est à quel point, avec les gens, aussi bien les équipes, mais aussi le public, avec tous ces gens au contact de l'humain, comment elle a évolué. La gaieté, elle mute au rythme de la société dans laquelle on vit, quoi. Elle change de peau tous les jours, et en fait, elle s'arrête jamais à un endroit particulier. C'est mis en retard, pardon. Si je peux t'arranger.
On a un marché au rez-de-chaussée, des projections en auditorium, on a une exposition au -1, on a un plateau média avec des rencontres au premier étage, un espace vidéo où les gens jouent, alors que les conférences sur tout ce qui peut t'intéresser au juste derrière, et un centre de ressources où il y a des gens qui viennent travailler ou consulter des ouvrages, et une demi-heure après, tu vas au deuxième, tu prends une bière et tu écoutes un concert. C'est ce foisonnement et c'est vraiment jubilatoire. Et ce qui est rigolo, c'est que ça s'est imposé comme un lieu de vie aussi petit à petit. Ça a mis 2-3 ans et maintenant on est envahi de gens en tout genre. Des entrepreneurs le matin, les techniciens, les équipes qui arrivent pour les montages, et puis première classe qui arrive pour les visites scolaires, puis moment où on ouvre, des étudiants de partout. Des mamies qui viennent pour les ateliers de jeux vidéo. C'est un espace en accès libre. En fait, on ne fait pas vraiment le distinguo entre entrée d'artistes et entrée du public, qui pour nous c'est la même entrée pour tout le monde. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de bip, il n'y a pas de papier. On reçoit aussi du coup des gens qui n'ont pas de papier ici. On est assez content d'avoir réussi à créer un lieu qui permette aux gens de se rencontrer, un moment de partage, de découverte, d'expérimentation et de joie bien sûr. Je commence par la fin. J'ai le au point. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Les absences et du sentiment. La Gaîté, c'est un festival permanent. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui est en train de se préparer. Je crois que j'ai calculé, je pense que j'ai programmé peut-être 850 ou 900 choses. On a réussi à être sur beaucoup de fronts. On a une approche assez décomplexée de l'art et de la culture. On a autant d'hommes que de femmes sur scène, alors que c'est rarement le cas dans les festivals de musique. On a créé des ouvertures pour des gens qu'on voyait moins aussi sur les scènes musicales. On a fait un festival qui s'appelait Lord and Proud autour des cultures queer. On a créé aussi un festival de cinéma qui s'appelait Fame autour des nouvelles écritures visuelles, autour de la musique et de la pop culture. Vraiment, il y a cette idée commune qui est vraiment aller chercher de la jeune génération et d'aller défricher dans ce domaine-là. Et la volonté d'un accompagnement. Ça a été le cas par exemple avec Christine and the Queens, qui a fait toute sa résidence ici, qui a créé tout son live show avant le succès et avant les tournées monstres qu'elle fait. Il y a aussi des résidences qui sont concernées que le studio, pas forcément la grande salle, comme Phoenix actuellement, qui compose et qui crée leur prochain album. Je ne sais pas combien on a fait depuis 5 ans, mais on a quelques souvenirs marquants dans la grande salle. C'est aussi l'occasion de tomber sur les artistes et de la vie. On s'intéresse au numérique comme un horizon, comme une culture, comme quelque chose qui irrigue à peu près tout ce qu'on fait dans la vie. La première expo qu'on a produite ici, elle était sur le skate. On va prendre une planche en bois, 4 roulettes, et vous montrer que derrière cette planche en bois, toutes les cultures qui sont autour viennent du numérique dans un sens. Capitaine Futur est né à la Gaîté Lyrique en 2011. C'est un personnage imaginaire au super pouvoir narratif. Il aime partager avec les enfants sa passion pour les nouveaux domaines de l'art d'aujourd'hui, à l'ère d'Internet. Je pense qu'en tout cas, la Gaîté, une fois qu'on y est, on comprend. C'est quelque chose qui se voit, qui s'écoute, qui se sent. C'est un projet sensible, tu vois, peut-être qu'un mot sensible, je trouve que c'est pas mal. We were walking so slow. And I watched us grow and grow. Carry our in the guts to go. La Gaîté, je l'ai trouvée souvent plus créative que j'aurais même pu imaginer. On m'a souvent déstabilisé dans ses propositions. J'ai l'impression que tout ce qu'on a proposé, eh ben, ça touche comme ça de plus en plus de monde et que c'est sans fin. Et que ça, normalement, ça ne devrait pas pouvoir s'arrêter. La Gaîté, c'est une équipe, mais c'est aussi une famille. Moi, je sais que je vais comprendre sans la question de la culture et de l'art est fondamentale parce que c'est ça qui forge les imaginaires, c'est ça qui forge les points de vue sur le monde et c'est ça qui forge le partage possible entre nous, c'est ça qui fait société finalement. Et puis enfin, il y a peut-être un mot que j'ai compris, c'est que je trouvais qu'il y avait des idées qui étaient vigilantes sur les grands enjeux sociétaux qui nous parcourent, nous animent aujourd'hui. Ça promet celui-là, hein. Caradine veut acheter notre emplacement, tu sais. Laisse-le vouloir. Ce serait peut-être pas si bête de vendre. Ça, jamais.
Voilà, la fin s'explique par le fait que c'était un petit film qu'on avait fait pour le bilan de mon mandat en fait, à la direction de la Gaîté Lyrique, au moment où ce lieu a été créé à Paris. Au départ, la commande du politique était de doter Paris d'un lieu dédié aux arts numériques et aux musiques actuelles. Mais dans notre candidature, puisque je vous expliquais d'ailleurs, c'était sous forme d'une délégation de service public, une forme juridique assez particulière, nous avons été toute une équipe candidate, enfin plusieurs équipes candidates, et moi j'ai vraiment proposé à la ville de Paris de casser un petit peu ce cahier des charges, art numérique et musiques actuelles, parce que finalement ça reprend des catégories préexistantes et qui ne sont pas si intéressantes parce que les artistes bousculent complètement ça. Et plutôt de parler de l'art et de la création à l'ère numérique. Il y a une phrase qui est dite dans le clip à un moment donné où, vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui dit la Gaîté, on y vient, quand on y est, on comprend tout. Ou pas d'ailleurs, mais on peut ne rien comprendre ou tout comprendre. Et ça, c'était le pari de faire un lieu générationnel, donc qui touchait à plein de pratiques totalement pluridisciplinaires, mais aussi comme un lieu de vie qui répondait à une attente très forte de toute une génération de jeunes, en l'occurrence, mais on a beaucoup travaillé pour les personnes âgées aussi, les seniors, pour faire le lien, mais c'était vraiment pour toucher un public jeune, pour que ce soit leur lieu culturel à Paris, et sans démagogie, c'est-à-dire ça collait complètement aux pratiques et aux usages de cette génération. Alors je parlais de délégation de service public, c'était à la fois une chance et un problème ce projet, parce que dans sa constitution juridique et économique, puisque c'était un partenariat privé-public avec la mairie de Paris, donc, qui était à l'origine du projet, qui a confié à une société privée, que je dirigeais, le fait de mener et de gérer et de développer ce service public culturel. Alors, moi j'ai eu de la chance d'être le premier directeur et donc d'être dans une dynamique où il y avait encore pas mal de moyens publics, mais ça s'est de plus en plus tendu et la nécessité